Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale mode et numérique. En effet, avec la déferlante de l'intelligence artificielle qui s'immisce chaque jour davantage dans la création, on est en droit de se demander quels vêtements nous porterons demain. Est-ce que nous allons vers une mode totalement personnalisée et quels seront les métiers du futur? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial mode et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite dans ce numérique pour tous spécial mode et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir un designer formé aux Beaux-Arts. Il développe des intelligences artificielles génératives sur mesure en soutien à la création et à la production pour les industries du luxe et de la mode. Frédéric Rose, bonjour. Alors Frédéric, vous êtes fondateur de la société IMKI qui crée des intelligences artificielles au service de la mode. Alors pour commencer, parce que tout ça peut être un peu abscon pour certains de nos auditeurs, expliquez-nous quel est le lien entre le numérique et la mode et pourquoi on parle d'intelligence artificielle dans la mode. D'accord, en fait, moi j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai un profil designer et vous avez vu l'explosion de ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. C'est un type particulier d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones informatiques qui simule le réseau de neurones humain. Et avec ce qu'on appelle un entraînement, avec des données, on lui permet de réaliser telle ou telle tâche de manière la plus efficace possible. Donc vous lui apprenez à voir 1000 images, par exemple, d'un chat, et après elle va être en capacité de reconnaître ce qu'est un chat. De reconnaître et de refaire des chats. Exactement. À l'infini. En fait, souvent j'utilise cette métaphore. Quand vous apprenez à dessiner à un enfant, il apprend à dessiner une maison, par exemple. Et au bout d'un moment, il comprend ce qu'il y a derrière le schéma d'une maison, le fait que ce soit soclé, le fait que la porte soit soclée aussi, que les fenêtres ont des emplacements précis, etc. Ce mécanisme d'apprentissage, c'est exactement le même d'une IA. Au bout d'un moment, l'intelligence artificielle va comprendre un schéma et va pouvoir le reproduire à l'infini. Alors évidemment, c'est stratégique dans les sociétés ou les entreprises ou les secteurs dans lesquels le dessin est hyper important. Et la mode, avec le stylisme et le modélisme, est évidemment un des secteurs qui a très réagi à l'émergence de ces technologies. Alors expliquez-nous, IMKI, votre société, vous adressez à qui et pour offrir quel service justement dans la mode? Alors moi, comme je viens des Beaux-Arts et de la culture, etc., je suis habitué à travailler sur du très sur mesure. Donc, je travaille dans les projets de l'UNESCO, etc. Et IMKI a été créé il y a 4 ans sur le sujet des IA génératives. En tant que plasticien, moi je voulais avoir des outils ultra spécifiques dans des domaines très précis. Donc là, ce que nous on offre, c'est la spécialisation d'une intelligence artificielle dans un secteur en particulier. Donc là, c'est celui de la mode. En fait, si on reprend la métaphore de l'enfant, l'enfant sait faire des maisons. Moi, je lui apprends à dessiner des cathédrales. Donc en gros, on va installer des IA qui vont augmenter leurs compétences et leur capacité à dessiner, mais des produits très spécifiques. Donc des vêtements, des accessoires, etc., etc. Donc vous prenez par exemple une marque connue ou moins connue, vous l'entraînez à regarder beaucoup d'images des créations qu'elle a réalisées sur une certaine période, et là l'intelligence artificielle générative va pouvoir recréer des modèles ou des pièces à la manière du créateur. C'est un petit peu ce que vous dites. Oui, c'est ça. En fait, on peut après hybrider, c'est-à-dire qu'en fait il va pas y avoir une seule IA installée dans une maison ou dans une entreprise, il va y en avoir plusieurs. Nous, on a entraîné une sur un modèle en particulier. Avec la collaboration avec The Couples, on a entraîné plusieurs IA, dont une qui sait faire du blouson de biker. Et ensuite, on a entraîné une IA sur l'ADN de marque de The Couples pour qu'ensuite, elle soit une influence de la première IA qui dessinait des perfectos. En fait, des blousons de biker. En fait, l'IA, elle va s'imprégner du code de marque. D'accord. Et ensuite pouvoir restituer des nouveaux modèles dans la même ligne artistique que la marque. Donc ça veut dire que par exemple si on prend l'exemple de The Couples pour lesquels vous avez travaillé, vous lui dites recréez-moi des blousons, recréez-moi des sacs, recréez-moi des pièces un peu iconiques, et donc là justement l'intelligence artificielle va générer toute une collection. En fait par exemple ils ont un sac qu'ils appellent le sac Emily qui est assez iconique. On s'est focusé sur ce sac-là, on a fait des entraînements spécifiques et on a créé des intelligences artificielles spécifiques sous la direction d'un directeur artistique et d'un directeur de collection, parce qu'en fait, il fallait aussi orienter l'IA, sinon c'est des images à l'infini sans vraie structure artistique. Donc, il faut quand même que un DA, un directeur artistique,
coordonne les images et les oriente pour obtenir une vraie filiation du sac généré par l'IA avec les sacs d'origine. D'accord. Alors là, j'aimerais vous demander le rôle du créateur. Ça veut dire qu'il a moins de travail ou comment il s'interface et comment il collabore justement avec la machine? Il n'a pas moins de travail, ça c'est sûr. Il en a même peut-être plus parce qu'en fait, vous savez, dans le processus créatif, on ouvre des champs, on les referme, etc., etc. Donc, on fait des choix et on fait des renoncements. Et plus on augmente les choix et plus on augmente les renoncements, et en général, plus on restreint le champ artistique et on devient de plus en plus juste, entre guillemets, sur le modèle qu'on veut obtenir. Là, l'IA, elle permet d'ouvrir beaucoup de champs et de les refermer assez rapidement pour pouvoir explorer et décider de quel modèle m'intéresse le plus. Ce qui n'est pas le cas dans un process créatif classique où on va mettre plusieurs semaines à faire des dessins, les renvoyer en atelier, etc., etc. Donc l'IA, en fait, c'est un gros accélérateur. En fait, elle catalyse le processus créatif. Mais sans le designer, sans le directeur artistique, elle ne fait rien. Elle n'a pas de volonté, elle projette pas, elle n'a pas d'émotion. Donc, créer un objet qui va être chargé d'une valeur artistique, esthétique, patrimoniale, c'est forcément un designer qui va l'influencer. Et alors là, comment ça fonctionne? Parce que pour ceux qui sont familiers de l'intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT, on lui dicte quelque chose, et puis mieux c'est dicté, on va dire, ce qu'on appelle le prompt, plus la qualité de réponse est au rendez-vous. Comment ça se passe avec la mode? Est-ce qu'on dicte aussi des éléments de contexte et une volonté? Et là, vous avez toute une série de modèles qui sortent? Alors, c'est ça, sauf que nous, on intervient, c'est notre deuxième mode opératoire. En fait, quand on améliore l'intelligence artificielle qui va faire du stylisme, on appelle ça la qualification de la base de données. C'est-à-dire que la base de données, il faut qu'elle soit la plus qualitative pour que l'intelligence artificielle fasse le meilleur travail. Là, on a des stylistes, des modélistes, des designers qui vont faire ce qu'on appelle du tagging, vont améliorer la base de données et améliorer la compréhension, l'intelligence artificielle d'un modèle en particulier. Donc en fait, nos IA, elles vont comprendre quand on va leur parler de revers, quand on va leur parler de couture, quand on va leur parler de découpe, de taille, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas du tout des IA actuelles. En fait, elles ont pas été spécialisées, comme je vous disais, elles savent faire des dessins très bien, mais elles sont ni architectes, ni designers, ni modélistes. Là, il faut faire des entraînements très particuliers. Et les stylistes que nous, on met en contrainte avec nos IA, elles sortent d'écoles Boulle, donc des écoles prestigieuses françaises, ou des Gobelins, parce que en fait, c'est ce vocabulaire technique-là qui a besoin d'être imprégné dans l'intelligence artificielle. Alors si je vous comprends bien, en fait, n'importe quelle marque, là on parle de designer, mais ça peut marcher pour des cornflakes, ça peut marcher pour plein d'autres choses, on va pouvoir demander justement à ces intelligences artificielles de concevoir des nouveaux produits pour le futur. C'est un petit peu ce que vous dites à travers... Oui, et chaque marque va faire sa propre IA, parce qu'en fait, par exemple, dans l'orfèvrerie, dans chaque maison, il y a des vocabulaires spécifiques sur les sertissages de pierre, ou etc., etc. Chez Cartier, il y en a, chez d'autres marques, il y en a d'autres. Et en fait, ça, c'est spécifique à la marque. Ça veut dire qu'il y a qu'eux qui vont être capables d'entraîner des IA à faire leur travail, enfin leur méthode de design patrimonial. D'accord. Frédéric, on accuse quand même souvent la mode d'avoir un impact sur la planète parce qu'elle consomme beaucoup d'eau et des produits chimiques. Est-ce que justement l'IA va pouvoir apporter aussi une certaine sagesse dans la conception pour éviter de produire autant et de rationaliser un peu ce qui se passe dans les ateliers? De la sagesse, je ne sais pas. Ça, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ce qu'elle fait, c'est que quand on met un produit en boutique, il y a un délai entre le moment où il y a une tendance ou une demande d'achat et le moment où le produit est accessible sur le marché. Ça peut varier de plusieurs mois en fonction des marques, en fonction des produits, etc. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle va compresser ces temps de décision, ces lead time, pour permettre la fabrication du produit et sa mise sur le marché plus rapidement. Et en faisant ça, en fait, on va limiter les invendus puisqu'on sera plus proche de la demande. Donc, l'effet, il se fait sur l'ensemble de la chaîne, les stocks, le packaging, la logistique, etc. Si vous créez 100% de produits qui vont être vendus 100%, c'est un gros avantage. Si vous avez une grosse déperdition parce qu'en fait, vous êtes éloigné de la tendance, pour le coup, là, il y a plus de gâchis, il y a plus de déchets. Donc, on pourra avoir des collections un tout petit peu moins chères, on va dire, surtout sur de la fast fashion, on va dire également. Je pense qu'on va avoir moins de quantité, mais mieux vendues et donc moins de déperdition. Et alors là aussi, si j'extrapole un peu ce que vous dites, est-ce que ça veut dire que dans quelques années, on pourra avoir une mode totalement personnalisée? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle me connaît suffisamment, donc elle va me proposer des créations, peut-être même sur mesure, qui correspondent exactement à ce que je veux.
Possiblement, ça pour le coup c'est du prospectif, mais en fait ça, il faudrait que toute la filière en fait soit influencée par cette demande-là, parce que l'IA, évidemment qu'elle peut faire du sur-mesure à la volée pour n'importe qui. Par contre, est-ce que la filière est en capacité de faire des micro-productions en fonction de la demande? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais oui, en tous les cas, l'IA peut être moteur, l'input de ce type de nouveau marché. Et cette innovation dont vous parlez, donc elle s'adresse aussi bien au luxe, à ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire cette mode qui dure une saison et puis qu'on met à la poubelle ou qu'on vend en seconde main après. Fait, on n'aborde pas de la même manière. Le luxe, on est plutôt sur des modèles de constructifs artisanaux avec des patrimoines très forts. La mode, on est plutôt sur un renouvellement de collection et une course un petit peu à faire en sorte que le produit arrive très très proche de la tendance. Le luxe a pas ça. Le luxe a pas besoin d'être proche d'une tendance, puisque quelque part c'est eux la tendance. Donc c'est pas les mêmes enjeux, mais par contre c'est les mêmes mécaniques et les mêmes intégrations d'intelligence artificielle. À terme, là aussi encore une question peut-être prospective, est-ce que ça veut dire que ces modèles d'intelligence artificielle vont faire partie des actifs de l'entreprise, au même titre qu'avant on avait au bilan certains patrimoines créatifs? Est-ce que là effectivement on devra rajouter cette ligne? Ah bah oui, ça c'est certain, parce que en fait vous allez sanctuariser l'histoire, l'ADN et la technicité d'une marque dans un modèle informatique qui des fois pèse quelques gigas, c'est-à-dire que c'est relativement léger. Et en fait, voilà, si vous avez une fuite de ça, vous perdez tout votre ADN, toute votre technicité, etc. Si vous avez une grande maison qui perd des teraflops de bases de données, c'est pas très grave, il faut savoir pouvoir la gérer. Mais une IA, c'est pas ça. Une IA, c'est une synthèse de tout ça, et avec la capacité de la restituer en quelques secondes. Donc oui, c'est un centre de profit et un actif de l'entreprise. Et deux, c'est un sujet de sécurité hyper important, parce qu'au-delà de la propriété intellectuelle, il y a la concurrence déloyale, il y a le piratage, etc., etc. Merci beaucoup Frédéric Rose, président d'IMKI. Vous nous avez éclairé déjà sur des enjeux qui sont notre quotidien, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a dessous. Restez avec nous, dans quelques instants, on vous fera découvrir comment le numérique permet également de s'adapter au secteur du luxe et de vos marques préférées. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Cette émission spéciale mode et numérique, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste reconnu de l'industrie du luxe et plus particulièrement des conséquences de la digitalisation sur le secteur du luxe. Il est également directeur général et auteur du journal du luxe, Éric Brionès. Bonjour. Bonjour Vanessa. Alors Éric, j'ai aussi envie de vous demander, parler de mode et de digital, c'est devenu indissociable? C'est indissociable. Champion de l'e-commerce en France et dans le monde, numéro 1, ça pèse 20% du business du luxe. Et puis concrètement, voilà, la seconde main qui a fait une explosion depuis 5 ans, qui a démocratisé vraiment le luxe en termes de possession, sans vestiaire collective et autres plateformes, ça n'existerait pas. Et puis j'ai envie de dire, au-delà, pour nous tous, ça fait 3 ans qu'on vit l'IA qui influence la mode. C'est tout simplement le succès de Shein. Shein, cette marque chinoise qui a inventé le super fast fashion. On avait la fast fashion, non, c'est le super, ça va encore plus vite. Et juste pour vous dire, Shein sort 8000 produits nouveaux par jour qui ont une durée de vie à peu près 1 semaine. Vous pensez qu'il y a un créateur qui peut faire 8000 produits? Non, c'est l'IA. Et donc, ce succès de Shein qui est absolument gigantesque, c'est à la fois une production et ça influence à la fois la production mais aussi la communication. Donc on est plein dedans. Alors expliquez-nous, on va commencer justement peut-être par la production, donc qui commence par des tendances. Comment justement cette intelligence artificielle et les technologies aussi qui vont en découler peuvent avoir un impact sur la fabrication? Votre précédent invité à expliquer, l'intelligence artificielle générative se nourrit, plus il a de contenu, plus il est intelligent. Et donc les réseaux sociaux génèrent des milliards d'images de mode, eh bien, elle fait synthèse et de cette synthèse, elle crée du un peu nouveau. 3% de nouveauté à chaque création. Donc ça peut être une petite couleur et autre. Donc vous voyez, les réseaux sociaux nourrissent la bête de cette IA et en même temps nourrissent nos addictions. Et ça veut dire également que, à partir de cette intelligence artificielle, on va pouvoir créer une mode plus inclusive sur des modèles qui nous ressemblent peut-être davantage et plus personnalisés? C'est une question intéressante. Levi's, pour le citer, y a pensé. La marque de jeans. Voilà, la marque de jeans Levi's. Et il s'est pris un backlash, il s'est pris un bad buzz. Alors, l'idée est très bonne à la base. C'est justement, Levi's a proposé la création de mannequins toute taille, pardon, mais générés par l'IA. Donc des fausses personnes générées par l'IA. Et là, bonne idée, justement, pour avoir toutes les tailles possibles, des avatars qui nous ressemblent, entre guillemets. Mais il y a eu un bad buzz parce que du coup, il y a une foule qui s'est levée en disant
Alors, au lieu de prendre des mannequins toute taille, grande taille, vous préférez prendre des robots. Donc on voit, c'est une bonne idée à la base, mais il y a la question de qui représente, la question des droits ici, mais en effet, l'IA peut servir à quelque chose de très concret, c'est de minimiser les retours, parce que justement, on va avoir des avatars qui nous ressemblent. Donc on voit, ça touche absolument tout. Éric, j'ai envie de vous demander, parce que vous êtes aussi un expert de la distribution, vous l'avez évoqué en quelques mots lors de l'introduction, dans quelle mesure justement cette intelligence, si on peut appeler ça de l'intelligence, va créer de nouvelles expériences d'achat et de vente? Alors, il y a un exemple très concret qui commence aux États-Unis. Vous savez qu'il y a le nouveau casque Apple qui vient de sortir, qui invente l'Internet immersif. C'est le métaverse de façon, mais beaucoup plus puissant. Et les premiers acteurs à investir dans le casque, c'est des acteurs d'e-commerce. MyTeresa, qui est un grand site d'e-commerce de luxe, spécialisé dans les riches, sur les 2%, qui a son application sur Vision Pro, qui est totalement immersive, où vous êtes à Hawaï, vous sentez Hawaï, et vous pouvez vraiment faire un essayage redoutable. Donc vous mettez le casque et là vous êtes habillé du produit vous êtes habillé du produit dans un environnement extraordinaire, immersif, de l'émotion, ce que n'a pas le site d'e-commerce. Quand on est sur Amazon, il n'y a pas de frisson, si ce n'est à la fin quand on paye la note. Là, il y a du frisson et c'est grâce à l'IA forcément, parce que cette capacité à générer un visuel aussi immersif et puissant, l'IA est là. Mais alors là vous parlez quand même d'une élite, hein, les fameux 2%. Est-ce que ça un jour ça pourra se généraliser? Oui, enfin, en fait, vous savez, Vision Pro est vendu aujourd'hui à 3500, mais on sait très bien qu'il y a un casque qui va être à moins de 1000 € qui est en train de travailler. Donc, on commence, vous voyez, par ce premier item. Mais bien sûr, la démocratisation est en marche. Simplement, vous voyez, vous vous rappelez du film de science-fiction Minority Report, où on avait la boutique, c'était une boutique Gap, je crois, à l'époque, où on était accueillis par justement une intelligence artificielle qui nous dit quoi faire. Aujourd'hui, c'est très différent. En fait, on veut de l'humain, mais l'humain enrichi par l'intelligence artificielle. Et concrètement, une révolution est en marche, c'est le poste de vendeur. Vraiment. Vous m'avez devancé sur la question, mais allons-y, effectivement. Mais c'est absolument fascinant sur le vendeur. Pourquoi ? Parce que le vendeur va être augmenté, c'est ce qu'on dit par l'intelligence artificielle. Donc vous avez le champion entre guillemets de la vente qui invente une intelligence qui s'appelle Einstein ici pour aider les vendeurs. Et l'idée, c'est grâce à cette intelligence artificielle, c'est qu'il va savoir des choses sur vous, il va pouvoir créer une empathie, être plus fort, vraiment vous conseiller. Et l'intérêt, c'est aussi un intérêt de recrutement. Aujourd'hui, il y a un gros problème dans la vente, mais globalement, c'est que les jeunes, la génération Z, n'aiment pas les métiers de la vente. C'est très difficile de recruter des jeunes vendeurs. Or, c'est fondamental, surtout dans la mode et dans le luxe, j'ai envie de dire, puisque les jeunes sont de plus en plus nombreux. On veut un vendeur à notre image, donc jeune, quand on est Gen Z. Or, l'IA va être là justement pour titiller, ça apporte un côté gamifiant, et vous savez, cette génération Z, elle s'appelle même l'IA génération, une génération qui a appris à pratiquement, vous voyez, à naître ici. Donc, c'est un avantage concurrentiel qui peut exciter les jeunes à venir intégrer les métiers de la vente. Alors, vous voulez dire, parce que déjà aujourd'hui, dans certaines boutiques, quand vous rentrez, le vendeur a une tablette, il vous connaît, il sait ce que vous avez acheté avant, il peut vous conseiller, etc. Demain, on va aller encore plus loin ? Encore plus loin, analyse de vos réseaux sociaux, on va savoir vraiment qui vous voulez, que ce que vous voulez être aussi. Donc vraiment, on va développer quelque chose d'assez incroyable finalement, de l'empathie. L'IA sert à l'empathie. Mais attention, on parle de grand remplacement des métiers à cause de l'IA. S'il y a bien deux secteurs qui n'ont pas de souci à se faire, c'est les secteurs liés à l'humain. Donc le premier, c'est la vente. Le deuxième, c'est les artisans. Alors, comme vous le dites, je rebondis sur le numérique joue un rôle fondamental dans la communication, notamment des marques de fast fashion, mais aussi bien de luxe. Comment, justement, ces réseaux sociaux transforment considérablement l'expérience d'achat, on va dire ? L'expérience d'achat, comment ? Alors, ces réseaux sociaux, par l'influence, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on génère, on va dire, chaque marque de luxe va générer une dizaine de messages par jour. Et puis, je vais vous donner un exemple concret, comment c'est de mieux répondre aux clients. L'exemple, vous voyez, un Chanel reçoit par exemple 32 millions de messages sur les réseaux sociaux par an. 32 millions. Donc, quand vous travaillez sur les réseaux sociaux Chanel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour traiter ces messages, c'est mission impossible. Mais grâce à l'intelligence artificielle, grâce à sa capacité de calcul, on va pouvoir avoir une capacité de réponse beaucoup plus forte ici. Et puis aussi, ça réinvente la communication. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très réussi de communication grâce à l'intelligence artificielle.
artificielle, c'est Balenciaga qui, pour la fin d'année, a ressorti des photos d'époque de ces mannequins, donc de ces archives, qui sont mis en vie grâce à l'IA. Donc on avait l'impression que vous voyez que ces archives étaient en vie, ça bougeait grâce à l'IA. Donc quelque chose ici. Mais attention, c'est pas le cas tout. Il y a aussi des backlash par rapport à cette IA, puisque la difficulté, vous voyez des campagnes de communication qui se ressemblent beaucoup. C'est le problème aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette banalité, on va dire, cette inquiétante banalité. Parce que c'est à la fois banal et inquiétant. C'est à la fois stressant, parce qu'on sait que l'humain recréé est un peu robotique, vous voyez ici, mais en même temps, c'est extrêmement banal. Et on voit des campagnes, par exemple la marque Etro qui vient de sortir, mais il y a cette étrangeté, et aussi des backlash. Et je vous donne un exemple très concret sur Casablanca, grande marque de mode marocaine, qui a fait une campagne hommage à la culture mexicaine grâce à une IA et un photographe anglais. Donc du coup, appropriation culturelle. Vous parlez de la culture mexicaine, vous avez un photographe anglais et une IA qui n'a pas de patrie. Donc, vous voyez, il faut faire extrêmement attention. Et pour le luxe, c'est très tentant, l'IA. Pourquoi ? Parce que, concrètement, en communication, ça fait baisser les coûts. C'est-à-dire que votre campagne, elle peut perdre un zéro, vous voyez ici. Donc, il y a une réduction des coûts qui est extrêmement tentant, mais aussi il y a une réduction de la singularité aujourd'hui. Très intéressant. Et sur la contrefaçon, j'aimerais aussi avoir la position de Frédéric qui nous parlait justement de cette IA qui, quelque part, va pouvoir s'approprier des codes de la concurrence. Frédéric, Eric vient de nous parler de contrefaçon justement, et avec justement ce numérique, il peut y avoir des biais et sur le statut juridique, tout n'est pas encore réglé. Il y a des zones d'ombre encore sur l'appropriation de la création par tel ou tel partenaire. Ah oui, alors clairement, parce qu'en fait, les modèles aujourd'hui auxquels on a accès, on ne sait pas comment ils ont été entraînés et avec quoi ils ont été entraînés. Et je reviens un peu sur les fondamentaux de comment on entraîne une intelligence artificielle. On lui donne des données et après on indique ce qu'il y a dans les données. Donc si vous entraînez une IA à faire du polo, pas de problème, parce que le polo, c'est un modèle générique. Alors le polo, c'est pas le sport, hein. Le polo, c'est le vêtement. Hein. Voilà, le vêtement. Mais si à un moment donné vous lui indiquez des particularités d'une marque, donc pour le coup imaginons Lacoste et on lui dit là il y a un gros co, etc. L'IA va l'intégrer, mais elle va pas forcément faire de la contrefaçon de facto. Par contre, s'il y a un designer ou quelqu'un qui à un moment donné tire sur ce type d'indicateurs dans l'intelligence artificielle, forcément ça va générer des modèles qui vont se rapprocher de telle ou telle marque. Et là, pour le coup, ça touche le parasitisme, la concurrence déloyale, le piratage, etc., etc. Donc il faut veiller autant sur le modèle de l'intelligence artificielle et comment il a été entraîné et comment il a été qualifié, que sur l'usage. Parce qu'une IA, de facto, elle a ni émotion, ni envie, ni problématique de piratage ou de copie, etc. Par contre, le designer, lui, il peut très très bien, même si l'IA n'a pas été entraînée dans ce sens-là, tirer vers des modèles qui existent. Là, pour le coup, c'est une sensibilité et une formation qu'il faut intégrer dans les écoles. Messieurs, en une poignée de secondes, allez, une minute, Eric, comment on va s'habiller demain, Eric, avec tout ça ? Comment s'habiller demain ? Peut-être dans une meilleure qualité. Et là, je vais simplement donner un tout petit exemple. L'IA rentre dans les ateliers. Et l'exemple, alors les ateliers, là par exemple l'Europiana, qui est un champion du Cachemire exactement, et l'IA rentre dans les ateliers pour rendre l'artisan un œil supérieur. Comment ? C'est qu'il va du coup vraiment analyser toute la chaîne et éliminer les petites imperfections, donc encore plus de qualité, mais aussi peut-être aussi une dimension environnementale extrêmement intéressante. Aujourd'hui, dans le luxe, il y a une pénurie de matières premières. L'IA va permettre de produire mieux aussi, c'est-à-dire faire au plus juste ici, et donc d'éliminer les déchets. Donc il y a cette côté extrêmement positif de qualité, mais aussi de performance environnementale. Merci beaucoup Eric Brionès. Frédéric Rose, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président des fondateurs de la société IMKI. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux favoris. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.